Bonjour à toutes et à tous, et puis merci de répondre présent à cette nouvelle rencontre. C'est la 8e édition du Cercle Philo, en compagnie de Bernard Guy, qui est à l'origine de ce projet, notamment sur l'Anthropocène, tout comme il l'était d'ailleurs sur la thématique de l'autonomie le mois dernier. Alors l'Anthropocène, Bernard nous dira pourquoi eh bien, cette problématique totalement d'actualité a résonné particulièrement et pourquoi il a souhaité en parler. Bernard Guy, qui a un parcours de géologue notamment, mais pas que, qui est aussi physicien et qui est amateur éclairé et éclairant de philosophie et d'épistémologie en particulier. Et puis Natacha, alors Natacha Gondran, que l'on a contactée parce que déjà Bernard souhaitait que Natacha soit présente pour justement engager le dialogue. Natacha, qui est professeure, enseignante, chercheur à l'Institut Fayol de l'École des mines de Saint-Étienne, qui fait partie également de l'UMR 5600 Environnement, Ville, Société, auquel appartient, je crois, aussi Bernard. Et puis, parmi les nouveaux ouvrages, les nombreux ouvrages et recherches engagés par Natacha, il y a notamment l'édition d'un ouvrage, Les limites planétaires, c'était en 2020, coécrit avec Aurélien Moutot, avec lequel elle avait déjà signé l'empreinte écologique. Les limites planétaires, il en sera question au cours de cette discussion qui alimentera justement la problématique plus précisément de l'Anthropocène. Alors dans le mail que je vous ai envoyé, il y avait une petite phrase de présentation sur ce qu'est l'Anthropocène avec un extrait d'un article co-signé par François Gemène, spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement, et puis Marine Denis, juriste et porte-parole de Notre Affaire à tous. Ils écrivaient « L'Anthropocène est une nouvelle époque géologique qui se caractérise par l'avènement des hommes comme principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques. Pour la première fois, ce sont en effet ses habitants qui sont devenus les principaux moteurs des changements qui l'affectent. » Voilà le décor planté dans l'Anthropocène. Je vais maintenant céder la parole peut-être à Bernard dans un premier temps pour revenir sur l'éclairage, Bernard, que tu apportes à l'Anthropocène comme une nouvelle ère, une nouvelle époque ou une nouvelle tendance géologique. Merci Christine, merci Natacha pour le dialogue que nous avons et merci à tous ceux avec qui j'ai discuté pour préparer ce cercle philo. Alors effectivement, cette question de l'Anthropocène m'intéresse, mais je n'en suis pas du tout spécialiste. Je vais vous le redire dans mon petit discours. Bon, ceci dit, je vais quand même vous en parler. Je vais vous dire un peu comment je le vois, cet Anthropocène. Et si j'avais, disons, proposé à Christine de mettre ce sujet au cercle philo, c'est que je pense que c'est un sujet d'actualité qui est très riche et sur lequel j'avais envie d'échanger. Alors, c'est un sujet effectivement très riche, avec de multiples facettes qui sont intriquées, et je suis le spécialiste d'aucune de ces facettes. Donc, il faut un minimum de modestie pour aborder ce sujet. Il y a de très nombreux travaux, de très nombreuses personnes qui œuvrent sur ces questions, tant du côté des sciences humaines et sociales que de celui des sciences plus dures. Et bon, des physiciens font des modèles, des militants, des politiques s'engagent, les médias aussi prennent le relais. C'est un sujet, je dirais, brûlant qui peut soulever l'émotion, les passions. On en a vu un exemple il y a 2 jours avec les marches pour le climat. Alors, dans le premier appel que tu avais fait, Christine, pour ce cercle philo, tu avais donné une définition de l'Anthropocène que tu avais trouvée dans Wikipédia. Et là, tu as changé, alors je ne sais pas pourquoi, on pourra en parler. Bon, tu as donné un peu une autre définition. Enfin, en tout cas, c'est sûr que, tel qu'on peut le définir rapidement, c'est une époque et non pas une ère, on pourra revenir là-dessus, une époque. Une époque, c'est déjà pas mal, de l'histoire de la Terre qui a été proposée pour caractériser l'ensemble des événements géologiques qui se sont produits depuis que les activités humaines ont une incidence globale significative sur l'écosystème terrestre. Alors bon, les géologues n'ont pas complètement béni encore cet Anthropocène, mais c'est en bonne voie. Alors, c'est vrai qu'on a éprouvé le besoin de mettre un nom spécial sur l'époque que nous vivons.
En effet, je dirais que pour penser, nous avons besoin de mettre des mots sur les choses, de nommer. Et l'Anthropocène est un concept utile pour nous faire prendre conscience de l'influence excessive ou néfaste même de l'homme sur notre planète hôte et nous inviter à changer de mode de fonctionnement. Alors, on vient de parler à deux reprises d'événements géologiques. Je vais m'arrêter un petit peu sur la géologie. Bon, c'est un domaine que j'ai eu l'occasion de pratiquer. Et comme vous le sentez, comme vous le voyez, l'Anthropocène a une consonance géologique. Il y a toute une série d'époques géologiques qui se terminent en scène. Bon, on pourrait revenir là-dessus. Mais disons qu'il me semble que la bénédiction par les géologues de la période actuelle a surtout un rôle symbolique, exprimant l'homme comme force de la nature, mais je ne suis pas sûr que la discussion, je dirais proprement géologique, soit la plus facilement accessible, sans être simplement la plus déterminante. Parce qu'on est concerné par l'urgence, hein, ce mot d'urgence qui revient très souvent, l'urgence d'un présent dont l'amplitude fait quelques dizaines d'années à un siècle ou deux, alors que les durées de l'histoire de la Terre se comptent en millions d'années, ou même dizaines de millions, centaines de millions d'années. Donc, nous pourrons discuter des relations entre ces différentes échelles de temps. Ceci dit, la géologie m'apporte quand même des choses sur ces questions. Et essentiellement, j'ai noté 3 points. Premier point, la conviction que l'homme est fils de la Terre et de son évolution sur des milliards d'années. Et avec d'autres avant moi, je peux parler de ma sœur mère la Terre. Et je suis appelé à respecter la Terre, ses êtres vivants, ses hommes, ses animaux, ses végétaux, ses forêts, ses rivières, ses montagnes, les respecter, je dirais, comme membres de ma famille. Donc ça, la géologie m'en donne une conviction très forte. Le deuxième point que m'apporte la géologie, la connaissance d'un fort couplage dans les deux sens, et c'est un couplage qui n'a pas attendu l'homme, entre l'activité biologique et la phase minérale et physique au sens large de la Terre. Troisième point, la connaissance de changements constants de la figure de la Terre depuis le début de sa formation. Et je retire de ce dernier point le désir, le besoin, en tout cas ce qui me concerne, le besoin de comprendre les phénomènes physiques et géologiques, extrêmement complexes, certes, qui règlent tous ces changements. Alors, pour les temps récents, c'est-à-dire depuis en gros 2 millions d'années, il s'agit d'appréhender comment sont ordonnées les alternances de périodes glaciaires froides et de périodes interglaciaires plus chaudes. La température remonte, la teneur en CO2 aussi, les calottes glaciaires fondent, le niveau de la mer monte, et tout ceci de façon indépendante de l'homme. Donc, il faut se demander quel est le rôle particulier de l'homme dans ce contexte. Alors, je m'arrête pour la géologie. Alors, j'ai parlé de multiples facettes et je vais continuer en me contentant de balayer un certain nombre d'autres points de vue sous forme de questions. Alors, ce sont des questions qui touchent un peu le domaine sciences et société, hein, c'est un peu ta spécialité, Christine, et ces questions débordent, je dirais, le problème de l'Anthropocène. Mais, disons, elles se posent de façon plus aiguë à propos de l'Anthropocène. Alors, ces questions, c'est par exemple, comment transmettre à la société, aux hommes politiques, aux décideurs, le meilleur ou au moins un peu de connaissances scientifiques complexes sur toutes les disciplines en jeu. Autre question, comment concilier la prudence des scientifiques et l'urgence de l'action? A-t-on le droit de discuter des idées scientifiques dans une période où la maison brûle? Comment l'engagement citoyen, y compris des scientifiques, se concilie avec la recherche? Donc, toute une série de questions, je vois qu'elles se posent de façon aiguë aujourd'hui. Alors, je vais terminer en évoquant un point dont je n'ai pas parlé encore et sur lequel je veux m'arrêter. C'est un point un peu plus philosophique, je dirais, mais évidemment, c'est approprié sans doute pour un cercle philo. Et ce point concerne le fonctionnement de notre rationalité et la façon dont nous concevons et exprimons nos rapports avec la nature. Alors, depuis Descartes, nous avons une conception du sujet humain comme en lui-même est coupé de tout lieu, de tout espace. Je pense, donc je suis. Cogito ergo sum. Alors bon, les spécialistes de Descartes
vous diront que c'est une mauvaise simplification de ce que Descartes a dit, mais on peut prendre ce cogito ergo sum comme une sorte de paradigme de la raison occidentale. On peut penser l'ego sans le monde. On parle d'une pensée dualiste. La nature est en dehors de moi. Je le regarde du haut de ma pensée. Je peux même l'exploiter. Alors cela peut rendre la connaissance incompréhensible parce qu'on ne peut plus relier ce qui a été séparé par une abstraction abusive. Alors, la crise actuelle nous demande de remettre à plat cette pensée qui conduit à des impasses et de revoir de façon fondamentale nos liens avec la nature, nos multiples liens avec la nature, je dirais jusque dans la façon d'exprimer notre condition située dans le milieu terrestre et jusqu'à notre épistémologie. Donc, il s'agirait de remplacer le cogito ergo sum par quelque chose comme cogitat per me terra ergo sum. C'est parce que la terre pense à travers moi que je suis. La terre me fait être. Je porte son histoire. La terre est en moi. Elle me relie à moi-même. Entre moi et ma pensée, il y a la terre. Et disons que je suis inspiré quand je dis ça par des penseurs d'aujourd'hui, hein, comme le géographe Augustin Berck, qui nous parle de mésologie. Alors, mésologie, bon, c'est, disons, une philosophie de la géographie, une construction du sujet en récursivité avec le monde, en relation étroite avec le monde, avec l'espace. On peut remarquer que cette remise en cause du lien nature-culture s'accompagne aujourd'hui d'un effacement de certaines limites entre les disciplines, voire entre sciences et société. Bon, alors je vais m'arrêter. Je voudrais, en terminant, exprimer que j'ai conscience, à titre personnel, du fait que ma réflexion manque d'une dimension collective, d'une dimension sociale, d'une dimension politique concrète, d'une dimension d'action, d'une dimension d'ingénieur. Comment devons-nous changer collectivement? Nous sommes tous sur le même bateau. La modération personnelle que je peux éventuellement avoir ne suffit pas. C'est pour ça que je suis intéressé à avoir le point de vue de Natacha, qui est beaucoup plus en prise que moi avec la société et qui, dans ses travaux, ses livres, Christine en a reparlé, réfléchit sur les limites planétaires qui bornent notre activité sur Terre et qui s'efforce de trouver des façons de s'adresser aux décideurs. Voilà, je vous remercie pour l'instant. Bernard a cette capacité de se remettre en question et d'avoir intégré beaucoup de choses de notre discussion dans sa présentation sur l'Anthropocène. Donc, merci beaucoup. Alors, je voulais aussi, en toute humilité, dire que je ne suis pas philosophe. Et donc, voilà. Et je ne suis pas non plus géologue. Moi, je travaille dans une discipline qu'on appelle sciences et génie de l'environnement et je travaille en évaluation environnementale, donc comment représenter les impacts des activités humaines sur l'environnement. Par rapport à la définition, effectivement, Bernard a fait une bonne historique de la notion d'anthropocène, qui est à la fois un terme qui fait le lien entre les scènes politiques et scientifiques. D'ailleurs, François Gémen, qui avait été invité par l'école urbaine de Lyon à la rentrée anthropocène, là, justement à Saint-Étienne l'année dernière, avait dit que l'anthropocène, c'est un terme plus politique que scientifique. Donc, ce que nous a bien rappelé Bernard. Je voulais, par rapport à cette petite historique, compléter avec une publication qui a fait un peu date dans les discussions sur l'Anthropocène, qui est une publication de Will Stephen et ses collègues, qui parle de grande accélération, c'est-à-dire qu'à partir des années 45, on constate sur de nombreux indicateurs, à la fois des indicateurs comme la population, indicateurs économiques, le GDP, mais quand on va vers les pressions qu'on exerce, que l'humanité exerce sur l'environnement, par exemple l'utilisation d'énergie primaire, l'utilisation de l'eau, on constate une augmentation très très forte dans l'impact que les activités humaines ont sur les ressources naturelles. Et c'est, je pense, ce qui
ce qui génère l'urgence dont tu as parlé, Bernard, et la difficulté de faire le lien effectivement avec les aspects géologiques qui, eux, sont généralement se chiffrent en plusieurs millions d'années. Et donc, à la fois la difficulté pour le système géophysique d'accepter et d'assimiler les émissions que l'humanité va générer, et aussi les difficultés pour la science pour poursuivre ces évolutions. Alors, moi, en fait, vous m'avez invité à parler sur l'Anthropocène, très bien, j'ai dit ok, super, mais en fait, je ne travaille pas sur l'Anthropocène et ce n'est pas forcément un thème que je mobilise dans mes recherches. C'est un thème donc, qui est pas mal utilisé donc, dans l'écosystème lyonnais, on va dire, écosystème au sens pas environnemental, mais au sens des acteurs, grâce à Michel Lusseau et l'école urbaine de Lyon qui traitent vraiment de ce thème. Mais moi, j'utilise plutôt un autre concept qui a été proposé d'ailleurs, entre autres, par Will Stephen, le même qui a publié en premier auteur cet article, La Grande Accélération, qui est le concept des limites planétaires. Parce que justement, en fait, tout l'enjeu, c'est là, c'est comment faire passer ces préoccupations scientifiques, parce que en fait, voilà, c'est quand même des constats scientifiques au départ. Comment les faire passer dans le champ du politique? Et effectivement, il y a plusieurs notions qui peuvent le permettre. Donc, comme l'a dit Christine, on avait dans les années 2000, on travaillait sur l'empreinte écologique avec Aurélien, qui était un indicateur qui permettait de présenter assez simplement quel était l'impact des activités humaines sur les ressources naturelles. Et depuis une vingtaine d'années, donc à l'initiative de Johan Rockström, que vous voyez là sur la photo, qui s'est entouré de tout un tas de scientifiques de disciplines différentes. Donc, William Stevens, c'est un climatologue, Robert Constanza, c'est un économiste, Barnowski, lui, c'est un paléoanthropologue, James Hansen, un climatologue aussi, Sarah Cornell, qui elle travaille sur tout ce qui est sciences de la soutenabilité. Donc en fait, il y a plusieurs dizaines de scientifiques qui ont montré que on a déjà réussi à documenter le fait que la biosphère peut atteindre des seuils critiques. Donc typiquement, là, c'est l'exemple de la mer d'Aral, qui est un écosystème, donc là au sens environnemental du terme, qui, suite à une pression très très forte pour alimenter des champs de coton sur les ressources en eau des deux fleuves qui l'alimentent, eh ben là l'écosystème il a complètement changé d'état, c'est-à-dire que toute la faune et la flore qui existait dans cet écosystème a disparu. Donc bon, il y a eu des mesures qui ont été prises et le problème est enfin la situation de la mer d'Aral est plutôt en train de s'améliorer, mais on a atteint des seuils qui font que l'écosystème a été complètement dégradé, les populations qui habitaient à côté ont perdu leurs sources de revenus associées aux activités liées à la mer, etc. Donc à l'échelle d'écosystèmes locaux, c'est documenté depuis longtemps par les écologues que quand on atteint un certain seuil, l'écosystème va se dégrader complètement. Et depuis donc 2009, une dizaine d'années, il y a des scientifiques donc, qui publient dans des revues qui sont considérées par la communauté scientifique comme les plus cotées, Science et Nature, qui publient en général à plusieurs, et qui disent qu'en fait, on est en train d'atteindre des seuils à l'échelle planétaire, et qui ont fait le choix d'essayer de définir des thèmes sur lesquels notre planète était en train potentiellement d'atteindre des seuils géochimiques, physiques, qui faisaient que en fait, l'écosystème que l'on connaît et dans lequel depuis l'Holocène on bénéficie de conditions qui sont particulièrement stables depuis plus de 10 000 ans, ce qui a permis le développement humain qu'on connaît aujourd'hui. Et si on atteint ces fameux seuils, alors les systèmes vont devenir potentiellement beaucoup plus instables, où on risque de changer d'état. Alors l'exemple qui est pris par Rockström pour parler de cette notion de limite planétaire, qui est donc, comme je le disais, bien en lien avec cette notion d'anthropocène, et peut-être qui est plus opérationnelle, c'est cet exemple. Typiquement, tant que la personne est située à cet endroit-là, tout se passe bien, mais si elle recule d'un mètre ou deux, là pour elle, ça va se passer beaucoup moins bien. Et donc c'est cette alerte-là
qui est retransmise à partir de cette notion de limite planétaire qui est, je crois que je vais rester là-dessus, qui est proche de la notion d'anthropocène. C'est un peu les mêmes chercheurs aujourd'hui qui travaillent sur les deux sujets. Et effectivement, comme le disait Bernard, ça pose des tas de questions, à la fois sur le positionnement de la science dans le débat démocratique. Donc, il y a des gens qui disent qu'ils ne veulent pas se voir imposer des normes scientifiques dans le développement démocratique et dans le débat démocratique. Et en même temps, ces normes, comme l'a très bien expliqué Bernard, s'imposent à nous parce que, en tant que, j'ai noté ce qu'il avait dit, c'était très bien, en tant que fils de la Terre, voilà, les exigences de notre mère Terre peuvent ou vont s'imposer à nous. Enfin, voilà, l'exemple classique, c'est le climat. On a voilà, des événements beaucoup violents du fait d'une augmentation de l'énergie globale risquent de s'imposer à nous et de venir modifier nos conditions de vie. En tant que chercheur aussi, voilà, quel est le positionnement du chercheur dans ce débat? On avait parlé avec Bernard de la notion de chercheur engagé. Voilà, il y a beaucoup de choses autour de ça, mais je ne vais pas être trop longue et je préfère laisser la place peut-être à la discussion. Merci Natacha pour ces premiers mots. Effectivement, comme tu le disais, tu n'es pas spécialiste de l'Anthropocène, mais en revanche, tes travaux te conduisent à alimenter une grande partie de ce qui est lié à l'Anthropocène. C'est très très proche. Bernard, à cette première prise de parole de Natacha, est-ce que tu as d'autres questions qui te viennent ou d'autres commentaires à faire? Me nuancer peut-être un tout petit peu au niveau de ce que l'on peut dire aujourd'hui sur le changement climatique. L'Anthropocène, c'est toute une série de changements. Alors derrière toi, Natacha, on voit des terrils. Ça, c'est un changement incontestable. Et quand je vois un terril ou quand je vois différentes traces de ce genre-là, je n'ai aucun doute sur le fait que ce soit l'homme qui en soit responsable. Alors, lorsqu'on parle de climat, je n'ai pas de doute non plus. Disons que je fais confiance à mes collègues scientifiques, mais disons que l'évidence n'est pas tout à fait de même nature. Si tu veux, on a fait tourner des modèles numériques, informatiques. On a mis toute une série de paramètres là-dedans, la production de CO2 par les activités humaines. On a dû mettre aussi tous les interactions avec l'atmosphère, l'océan, etc. Et on a conclu avec une très forte probabilité que l'homme était responsable. Voilà. Disons, en tant que scientifique, hein, si j'ose me mettre cette casquette de scientifique, je dirais que ce n'est pas tout à fait de même nature, même si au niveau politique, au niveau pratique, eh bien, il va y avoir une belle convergence. Mais ce n'est pas tout à fait de même nature dans la démarche intellectuelle. Voilà. Alors peut-être pour compléter, aller dans le même sens. Enfin, Bernard, à toi de me dire si je me trompe. Jean-Luc Bouchardon, que tu connais bien, que d'autres personnes de l'école des mines connaissent bien, qui a été géologue dans le même département que toi, dans le même centre, m'a envoyé un mail suite à l'annonce de cette rencontre et écrit, je reviendrai sur une autre remarque de Jean-Luc un petit peu plus tard dans la discussion, mais là il écrit notamment: que sommes-nous en termes d'impact vis-à-vis de la grande oxydation, vis-à-vis du triomphe des dinosaures qui a inhibé le développement des mammifères si longtemps? Du plus petit au plus grand, le vivant a toujours été le principal moteur d'immenses changements dans le monde atmosphérique. Effectivement, il y a dans le chat, il y a quelqu'un qui dit la vitesse des changements. Effectivement, c'est un premier point, c'est-à-dire que le changement introduit par les activités humaines aujourd'hui, grâce à l'exploitation des énergies fossiles, introduit des rythmes très, 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 très importants et par rapport auxquels il est difficile à l'humain de s'adapter. Et effectivement, encore une fois, si on regarde au regard, entre guillemets, de la vie sur Terre, eh ben, on a effectivement peut-être pas besoin de s'en faire. Peut-être qu'il y aura que des méduses dans 100 ans ou dans 200 ans, mais il y aura toujours de la vie, il y aura des méduses qui vivent très bien le changement climatique et qui s'en sortent très bien. Donc, l'enjeu qui est quand même derrière ces travaux de l'Anthropocène et des limites planétaires, c'est aussi un enjeu humain, c'est-à-dire de dire on a bénéficié de conditions exceptionnelles pour le développement humain. Et
et qu'on souhaite que nos enfants et nos petits-enfants puissent aussi bénéficier de conditions qui soient favorables aussi pour leur vie à eux. Donc, quand ils se positionnent, j'entends les géologues qui se positionnent dans une perspective de géologie et qui disent qu'une vie humaine, c'est pas plus qu'une vie d'une méduse. Ok, enfin, moi je l'entends, je n'ai pas forcément de problème avec ça. Mais après, quand on se positionne sur le point de vue peut-être plus personnel de nos enfants, nos petits-enfants et les enfants et les petits-enfants d'autres pays qui sont atteints aujourd'hui par le changement climatique, voilà, ça peut amener à un changement de perspective. Alors, tout à l'heure, Natacha, tu disais que l'anthropocène était aussi un terme à connotation peut-être moins scientifique, mais plus politique. Et Hugo Morel pose une question. Que pensez-vous de l'appellation à vocation encore plus politique, finalement, de capitalocène, qui permet de rattacher les activités néfastes de l'homme sur la Terre à un système de fonctionnement capitaliste? Faut-il toujours avoir une consonance géologique, capitalocène, anthropocène, etc. Bon, je pose la question, parce que pour moi, le lien entre toutes ces échelles de temps n'est pas forcément évident. Pourquoi avoir besoin de la bénédiction des géologues? Bon, ceci dit, je suis bien d'accord que la financiarisation excessive du fonctionnement de nos sociétés est tout à fait néfaste, négative, et a conduit à une multitude de problèmes, tant sociaux qu'environnementaux. Et il y a certainement, peut-être que pour en reprendre conscience, on a besoin d'un mot, effectivement, pour nous aider à prendre du recul, à prendre conscience, à nommer, à réfléchir. Pourquoi pas capitalocène, mais bon, voilà. Une remarque de Liliane Bois-Simon. La mer d'Aral et sa destruction sont-elles dues à une exploitation capitaliste? J'en doute, précise Liliane Bois-Simon. Je réagis au terme capitalocène, que je trouve intéressant, mais je voudrais des précisions sur la définition de ce terme. S'il s'agit de pointer du doigt les systèmes capitalistes, ça me fait simplement réagir puisque vous avez pris, ou parce que Natacha, tu as pris l'exemple de la mer d'Aral et qu'il me semble que sa destruction est le résultat d'une politique d'exploitation à fond des terres où on cultivait le coton. Et ce n'est pas, que je sache, sous une période, sous un régime capitaliste, que ces choses-là se sont produites. Maintenant, l'homme des ressources, à ce moment-là, on élargit largement le terme. Industrialocène, je vois une remarque là, oui. Industrialocène conviendrait mieux, peut-être. Après, oui, on peut, comme disait Bernard, on peut multiplier les ocènes à foison, si on veut. Et effectivement, la notion, comme l'a très bien dit Bernard, la financiarisation excessive de nos échanges et de nos modes de vie conduit à l'absence de prise en compte de la pression sur les ressources et sur les milieux. Et effectivement, moi personnellement, je vois ça comme un problème. Après, c'est une organisation humaine aussi. Le capital, c'est pas quelque chose qui nous a imposé, c'est quelque chose qui correspond à un choix d'organisation des humains à un moment donné. Et Michel Lusso, justement, qui avait aussi fait une conférence sur l'Anthropocène, il disait, même si le capitalisme venait à s'effondrer du jour au lendemain, les problèmes de changement climatique, ils vont pas être résolus en fait. Que le problème, il est déjà en marche et qu'on est tellement dépendant. Là, on communique tous avec des ordinateurs qui viennent de l'autre bout du monde et qu'on ne sait pas construire nous-mêmes. Et que voilà, on peut que, et je suis d'accord avec toi, Hugo, déplorer la financiarisation et la capitalisation excessive du monde. On essaie d'ailleurs de lutter un peu comme ça contre ça ou d'observer ça dans différentes recherches qu'on peut mener dans notre labo. Ouais, comme disait Liliane, c'est pas le seul problème. Peut-être avant de revenir sur un point qu'évoquait Bernard entre la prudence scientifique et l'urgence finalement de l'action et l'urgence politique, deux commentaires. L'un, pour les géologues du futur, il y aura au moins la radioactivité
pour marquer les couches géologiques de l'Anthropocène dans le monde entier. Et puis celle de André Micou, ces appellations pointent la responsabilité qui n'est pas la même pour tous. On peut peut-être laisser André parler là-dessus parce que je trouve ça très intéressant. Et André reste pour moi une référence sur ces questions. C'est vrai qu'Anthropocène, alors il y a un bouquin de Jean-Baptiste Frézos qui était très bien, qui montrait comment le qualificatif d'Anthropocène avait l'inconvénient de mettre tout le monde dans la même responsabilité. Et c'est pour ça que Capitalocène, Industrialocène, tout ce qu'on voudra, visait à pointer plus davantage politiquement. L'autre remarque qui me vient par rapport à l'urgence et à la prudence, jamais les changements n'ont été faits, n'ont été acceptés de gaieté de cœur par ceux qui profitent d'un état des choses. Hein. Moi, je fais souvent la comparaison entre le droit de l'environnement et le droit du travail. Il a fallu combien de morts dans les grèves, combien d'accidents, avant que, je dirais, les possédants acceptent de mettre des barrières à leur appétit de profit. Enfin, je veux dire, le capitalocène ou l'industrialocène, il ne change, enfin, il appelle à des mobilisations. Jamais les nantis acceptent de gaieté de cœur d'abandonner leurs privilèges, et nous faisons partie des nantis. Oui, tout à fait, d'où l'intérêt d'introduire les non-humains dans le projet de notre UMR, justement, environnement, ville et société. On a les notions d'acteurs et d'actants du changement. Et voilà, vous aviez travaillé à l'époque avec Léa sur comment la problématique n'est toujours pas réglée, comment introduire le non-humain dans le débat politique aujourd'hui. Non-humain à la fois... les autres êtres vivants, les aspects aussi géochimiques, physiques, et les générations futures, effectivement, qui ne peuvent pas les manifester tout de suite, quoi. Peut-être sur ce volet, puisque Bernard avait soulevé la question sur la prudence des scientifiques et l'urgence de l'action et l'urgence des politiques, lorsqu'on a repris les cercles philo en cette nouvelle année, on s'était intéressé justement finalement à cette problématique à travers le Covid, qui a propulsé des scientifiques, évidemment, dans l'ère médiatique, mais aussi pour finalement éclairer les politiques, et où eh bien, la plupart d'entre nous se sont dit, mais finalement, les scientifiques ne seront jamais d'accord. Voilà, ça a été une des problématiques, mais ce n'est pas la seule. Par rapport aux décideurs, Bernard, est-ce que tu peux revenir sur peut-être cette question initiale que tu posais dans ton introduction et qui résonne avec ce qu'a commencé à dire André Micou, d'ailleurs? C'est vrai que les politiques doivent prendre des décisions dans un contexte qui n'est pas toujours complètement certain. Donc, alors, on peut dire qu'il y a un principe de précaution, il y a une certaine probabilité, forte probabilité que, et ensuite, on doit prendre une décision. Effectivement, il y a quand même une distinction entre la marche scientifique et la marche politique, mais de temps en temps, il faut quand même que les politiques prennent des décisions et les imposent à tout le monde, enfin, et qu'elles soient partagées, qu'elles soient acceptées par l'ensemble de la société. Ce n'est pas forcément facile. Moi, vous avez compris que je n'étais pas un homme politique, mais je veux bien concevoir, admettre que ce n'est pas simple et qu'eux, ils doivent prendre des décisions, alors que moi, je peux continuer à affiner la compréhension de tel ou tel mécanisme de liaison entre la température et le CO2. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des lieux où on puisse discuter. Alors, ce n'est pas forcément évident. On a toujours tendance, évidemment, à penser que notre propre vision est la bonne. Alors, il peut y avoir des cercles philo où, de temps en temps, on peut échanger avec des points de vue un petit peu différents ou disons des cultures différentes. Non, mais c'est le problème d'aujourd'hui. Le fait que la science soit remise en cause aussi par un certain nombre de gens fait que c'est plus difficile de faire passer des décisions pour tout le monde. Enfin, donc il faut plus de débats, mais avec tous les risques et les difficultés d'un débat.
Et à la fin, il faut quand même des décisions. Sur cette question je ne sais plus du lien là, au début de ce que disait Bernard, comment intégrer des alertes scientifiques dans la décision et comment aussi intégrer les enjeux. Je pense que c'est vraiment fondamental ce qu'a dit André sur le fait que en fait, les personnes tout le monde n'a pas à gagner au changement et que les personnes qui aujourd'hui sont les nantis dont nous sommes, je suis d'accord avec André, ont du mal au changement. Dans le cadre des limites planétaires, il y a la notion de signaux précoces. Early warming signal, des signaux précoces d'avertissement. Et typiquement, c'est parce que tu faisais le lien avec le Covid. Il me semble vraiment important de savoir entendre ces signaux d'avertissement précoces, parce que si on attend trop, alors on a des risques de privation de la liberté très très forts. On l'a vu sur le Covid et avec Aurélien Boutan, on a pas mal discuté. On pense que ça risque aussi de se poser sur les problématiques écologiques. C'est-à-dire que si on prend les choses suffisamment tôt, on peut être dans des logiques plutôt volontaires et positif pour tout le monde, on va dire. Mais si on attend trop, typiquement pour le Covid, voilà, si on avait pris les choses en main très très tôt, dès qu'on a eu les premiers signaux précoces en Chine, et peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin de fermer les écoles, d'empêcher aux enfants de sortir, de faire du sport et d'aller à l'école, etc., quoi, de faire toutes les problématiques auxquelles on est arrivé. Et au niveau du changement climatique et des autres impacts qui font partie des limites planétaires, on voit aujourd'hui des signaux précoces. Et l'idée, et ça fait le lien avec la deuxième partie de la question, l'idée, c'est d'amener les décideurs politiques à essayer justement, effectivement, de voir ces signaux précoces et de les prendre en compte dans leur schéma décisionnel comme non seulement un problème à régler tout de suite, mais un truc qui est préparatoire à des problématiques plus fortes potentiellement derrière. Juste après avoir formulé cette question, tu en soulignais une autre dont on avait pu parler lors de la préparation, qui était celle finalement de l'engagement de certains scientifiques. Oui. Comment pouvait-on être engagé et en même temps avoir le recul nécessaire du scientifique? Dans les travaux que j'avais lus, il y avait certaines personnes qui disaient attention, si un scientifique est trop engagé, il va tendance à interpréter tout dans son sens à lui. Enfin, bon, c'est peut-être pas seulement les scientifiques qui ont cette tendance-là, mais il disait que ça pouvait être un risque d'une science qui n'était pas tout à fait bonne à ses yeux. Oui, moi, je me définis comme une chercheure engagée. Il y a un réseau de chercheurs comme ça. J'avais fait un tout petit postdoc de 3 mois à Berkeley où les chercheurs se définissaient comme ça. C'est-à-dire que l'intérêt du chercheur engagé, c'est qu'on connaît ses valeurs profondes. Comme j'ai eu l'occasion de dire à Bernard, j'ai beaucoup de collègues, y compris à l'école des mines. Je ne les vois pas ici dans la discussion, mais c'est enregistré, je ne vais pas les citer. Mais pas qu'à l'école des mines, il y en a partout, en particulier quand on écoute France Inter, il y a beaucoup de spécialistes, d'économistes, etc., qui sont en fait engagés. Ils sont engagés dans le maintien de la rationalité économique à tout prix ou dans le capitalisme à tout prix, comme le signalait Hugo. Mais ils sont considérés, enfin, personne ne va leur reprocher d'être engagés parce qu'ils restent dans la doxa dominante, quoi. Donc oui, moi, je me considère comme une chercheure engagée. Ça n'empêche pas que on est plusieurs dans ce cas et on cherche quand même à voir la complexité du monde et on cherche enfin, je pense qu'aussi une des choses, c'est d'avoir une méthode qui dise qu'on formalise nos hypothèses, on les dit. Et il y a une forte réflexion là-dessus, à la fois sur l'interdisciplinarité et sur l'engagement. Mais ça a au moins enfin voilà, entre guillemets, ça a au moins le mérite que les choses soient claires, parce qu'en fait, au fond, tout le monde est un être humain, tous les chercheurs sont des êtres humains, et du coup, tous les chercheurs, ils sont engagés sur quelque chose. Je prends une question de Liliane Bois-Simon. Existe-t-il des modèles qui font une projection optimiste? Par exemple, si on parvenait à réduire de 1,5 degré le réchauffement. Oui, je voulais peut-être juste préciser, parce que c'est l'analogie avec le Covid est très intéressante, je trouve.
en ce moment, on entend un discours un petit peu plus optimiste, mais qui reste alarmant, mais qui dit aux gens, en somme, si on fait ça, alors on va pouvoir faire ça. C'est-à-dire, si on reste prudent, si on est là, on va pouvoir. Et je pense que ce type de discours porte plus, parce que bon, l'humain, on est comme ça, on n'a pas toujours envie d'être mis devant des évidences catastrophiques, quoi, en fait. Et est-ce qu'on pourrait imaginer un discours qui consisterait à, je ne sais pas si elles existent, ces projections. Personnellement, je suis plutôt pessimiste. Je pense que on est déjà parti pour une transformation radicale de tout sur Terre. Mais bon, imaginons quand même qu'il soit possible de donner aux gens un peu d'espoir en disant, bon voilà, si on fait ça, par exemple, si vraiment on arrivait à ces fameux 2 degrés ou 1,5 degré, c'est-à-dire si on utilise notre voiture beaucoup moins ou qu'on utilise des voitures électriques, ou j'en sais rien. Enfin, il y a tout un débat évidemment sur qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer de donner des projections un peu plus optimistes ou est-ce qu'elles sont tout simplement pas possibles? Justement, le rapport, je ne sais pas, Liliane, tu as dû le voir, le rapport 1.5 du GIEC qui est sorti en 2018, donc faisait des scénarios pour savoir si on pouvait rester dans cette limite des 1,5 degré d'augmentation moyenne de la température moyenne mondiale. Et en fait, en décembre 2018, le GIEC concluait que c'était toujours possible. C'était toujours possible à condition de commencer à réduire nos émissions mondiales à partir de 2020. Donc en gros, en 2020, en fait, il se trouve, c'est pas pour les bonnes raisons, mais il se trouve que ça a été le cas, sauf que là, en 2021, l'IEA projette une augmentation à nouveau des émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'en fait, la réduction en 2020, elle a été faite sur des bases conjoncturelles et pas sur des bases structurelles. Donc, voilà. Mais le GIEC montrait aussi plusieurs scénarios. C'est-à-dire qu'il y avait un scénario qu'on peut appeler optimiste sur la capacité des hommes à changer, qui disait si on arrive dès 2020 à réduire drastiquement nos émissions, c'est pour ça qu'il y a les fameux neutralité carbone à l'horizon 2050, parce que si on veut rester dans la frontière des 1,5 degrés, c'est vers ça qu'il faut tendre. Alors, si les politiques publiques arrivent à nous entraîner mondialement dans une baisse des émissions, on arrive à rester dans cette limite. Et il y avait un autre scénario qui est aussi intéressant à observer, qui est de dire l'homme ne va pas être capable de s'auto-limiter, donc on va le laisser augmenter ses émissions jusque dans les années 2030 par là. Et ensuite, les émissions doivent réduire aussi jusqu'à 2050 dans tous les cas si on veut rester dans la frontière. Mais ça reposait sur un choix, enfin sur des... Là, du coup, ça faisait des choix très optimistes, enfin des hypothèses très optimistes sur la technologie. Et donc, dans ce second cas, si on n'arrivait pas à s'auto-réduire, il fallait qu'on repose sur des méthodes de type géo-ingénierie et en particulier les méthodes de bioénergie, donc avec captation et séquestration du carbone, c'est-à-dire qu'on émet, on consacre des surfaces pour faire pousser des plantes qui sont ensuite brûlées dans des grosses centrales et à la sortie de ces centrales, on va capter le carbone et le stocker bien profond dans les sols en espérant qu'il y reste. Mais ces techniques, on ne les a pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils ne les font pas commencer avant 2030 parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas encore opérationnelles. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Je vais prendre quand même encore quelques remarques. Les effets du changement climatique ont pour conséquence d'opposer la notion de progrès et l'écologie qui serait soumise à une forme d'ascétisme. Comme vous l'avez mentionné, ne pourrions-nous pas, en reconsidérant notre place vis-à-vis de la nature, réinventer cette notion? Oui, oui, si. Enfin, après, c'est le lien entre l'homme et la nature. Alors, il y a des travaux, Bernard a parlé de la mésologie, il y a tous les travaux aussi de Philippe Descola et de tous ces... il y a pas mal de jeunes aujourd'hui. Il y a un gars qui fait des BD... Pignocchi, voilà, qui fait des BD super, vraiment que je vous conseille sur le lien entre l'homme et la nature. En fait, il se met dans la peau d'un Indien Jivaro qui viendrait observer nos modes de vie. Et c'est à la fois désopilant et à la fois très, 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 très juste. Ça interroge vraiment le rapport de l'homme et la nature. J'ai lu aussi récemment un bouquin d'Anastasia Martin sur Croire aux fauves, qui est allé s'immerger dans des sociétés d'Esquimaux, en fait,
et qui réinterroge le lien, comment les hommes, ils arrivaient à chasser et à communiquer avec les animaux pour pouvoir survivre en milieu assez hostile. Donc, il y a plein de pistes de travaux très, très intéressantes dans ce domaine. Après, c'est la capacité à l'appliquer dans nos vies urbaines et à le généraliser dans nos modes de vie mondialement urbains qui m'interrogent. Mais il y a plein de choses super intéressantes là-dessus en ce moment. Peut-être pour une dernière question, mais qui est large. Vous allez voir, c'est un petit peu gardé pour la fin. C'est une autre question, proposition, éclairage proposé par Jean-Luc Bouchardon. Y a-t-il une solution pour ralentir la chute? Oui, la maîtrise du nombre et des désirs. Comment? Par un changement radical de nos valeurs, via une éducation conduite en opposition quasi complète avec nos compétences. En serons-nous plus heureux? Pas si sûr. Qu'est-ce que le bonheur, conscient ou pas, pour chaque humain, comme pour chacun des individus de chacune des espèces vivantes? Ne réside-t-il pas à chaque moment présent dans le simple accomplissement des potentialités de son espèce? Voilà, je vous livre ça comme ça, mais parce que voilà, ça replace aussi cette discussion aussi à un niveau un peu philosophique, un peu réflexif. Oui, tout à fait. Dans le chat, il y a Pierre-Gilles Gaillet qui peut peut-être. Enfin, je me permets de passer la parole, Christine, parce qu'il y a des gens que je connais, je sais qu'ils ont des choses intéressantes à dire. Pierre-Gilles disait aussi interroger cette notion de progrès. Et peut-être que s'il est encore là, il a des choses aussi intéressantes à dire sur le sujet. Merci. Je ne sais pas si j'ai des choses intéressantes à partager. En tout cas, c'est vrai que je suis rentré dans une démarche de conversion, entre guillemets, il y a quelques années. Et je suis actuellement une formation en management de la transition écologique et solidaire. Et à cette occasion, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de choses. Il y a énormément d'auteurs très inspirants. Je viens de partager dans le chat le fait qu'il y a des outils pédagogiques très sympas qui existent, comme la fresque du climat, comme l'atelier d'automne, qui permettent de se sensibiliser à ces sujets-là et qui m'invitent à repenser complètement la notion de progrès. On a beaucoup considéré pendant longtemps que le progrès ne s'analysait qu'au travers du progrès technique. Et je mettais de manière un peu provocante dans le chat, est-ce que pour autant est-ce que c'est ce progrès-là qu'il faut mettre en avant comme une priorité? Est-ce qu'on ne peut pas penser progrès social, progrès humain, progrès en termes de sagesse? Quand on regarde comment vivent certains peuples autochtones, est-ce qu'on n'a pas tout intérêt à s'inspirer de leur manière de vivre aussi dans nos propres modes de vie occidentaux? Et c'est à ça que je voulais nous inviter collectivement, c'est comment on peut essayer de penser le progrès autrement, sans forcément renier les nouvelles technologies, mais en tout cas en essayant de les penser, pas seulement au travers du profit que ça va pouvoir générer ou du confort que ça va pouvoir nous apporter, mais aussi au travers du capital environnemental qui va être nécessaire de prélever ou dans lequel il va falloir puiser pour construire ces objets-là. Voilà, c'est une participation que je voulais vous inviter à avoir, enfin une invitation à cette réflexion. Merci Pierre-Gilles. En fait, cette invitation, je pense qu'elle est particulièrement cruciale pour nous, écoles d'ingénieurs, en fait, parce que les écoles d'ingénieurs ont vraiment contribué à cette vision-là du progrès qu'on connaît aujourd'hui. Et on constate, là, je change de casquette, je pense, ma casquette déléguée des DRS de l'école des mines. Et je constate au niveau des directeurs des écoles d'ingénieurs, en particulier en Rhône-Alpes, une réelle prise de conscience des questions que tu viens de poser et en quoi, en fait, ces questions-là, elles interrogent notre rôle en tant qu'enseignant et aussi au niveau de la recherche. Mais d'abord, en tant qu'enseignant, parce qu'on est assez sollicité sur ces questions par nos étudiants, justement. Est-ce que, dernière question peut-être Natacha pour toi, est-ce que là, dans cette actualité d'enseignantes, chercheurs et d'enseignantes en particulier, est-ce qu'au fil des ans, tu remarques j'ai envie de dire un mouvement un peu notable du côté des élèves ou est-ce que ça reste encore un peu à la marge? Moi, j'ai constaté, oui, un gros changement. J'ai parlé du rapport 1.5 du GIEC là, qui est paru en décembre 2018. Il est très marquant. En fait, je conseille à tous les gens, Bernard, je te l'ai déjà envoyé, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le lire.
je pourrais dire un mot. Vas-y, continue. Ouais. Oui. Voilà, moi, je sais qu'il m'a marqué, alors que j'étais déjà engagée depuis une vingtaine d'années sur le sujet. Il m'a fait un vrai électrochoc et je pense qu'il a contribué à la prise de conscience. Greta Thunberg, les manifestations pour le climat, etc. Et, euh, et je constate une vraie prise de conscience. Aujourd'hui, voilà, Hugo pourra peut-être mieux en parler. Hugo qui est là, c'est un petit jeune aussi, c'est un étudiant en ce moment. Euh, je constate une prise de conscience plus solide et une connaissance du sujet bien plus forte dans les générations qui nous arrivent en ce moment en école d'ingé. Et qui conduisent, il y a plusieurs dynamiques pour un réveil écologique, etc., qui ont conduit vraiment à nous bousculer. Alors nous, au sens école d'ingé, enseignants dans les écoles d'ingénieurs, nous bousculer pour une prise en compte plus large de ces questions. Et ça vient modifier pas mal de choses. Donc, ouais, moi, en ce moment, j'avoue que la lecture des publications sur les limites planétaires, ça m'avait un peu, voire pas mal quand même, plongé dans une espèce de dépression parce que c'est quand même assez, comme disait Liliane, c'est quand même assez désespérant la lecture de ces articles. Mais l'être au contact avec des jeunes, des générations qui sont nos étudiants aujourd'hui, eh ben, ça me booste. Il y a le chat qui vient. Bonjour le chat. Alors, je ne sais pas si Hugo, sans se faire le porte-parole de toutes les promos de l'école, je ne sais pas si Hugo souhaite dire un mot sur cette prise de conscience ou appropriation peut-être de ces problématiques. Moi, mon point de vue, c'est un peu particulier, puisque en fait, je suis aux mines de Saint-Étienne que pour mon Master 2 et j'ai pris que des. Enfin, du coup, pour mon Master 2, c'est qu'un parcours qui est environnement, donc j'étais entouré d'élèves qui étaient plus ou moins sensibilisés à ça, ou en tout cas qui avaient choisi leur majeur et leur mineur liés à l'environnement, tout ça. Donc, je pense que c'était des élèves qui étaient déjà sensibilisés ou tout du moins intéressés par ce sujet. Mais après, de manière plus large, je pense qu'il y a quand même des changements. Je viens d'une école qui est très axée progrès, donc Télécom Sud Paris. Donc, c'est très nouvelle technologie, la 5G, tout ça. Mais même dans ça, j'ai l'impression que les gens commencent quand même à se poser les questions des impacts environnementaux de ce qu'ils font et ce qu'ils seront amenés à faire. Donc oui, je pense qu'il y a quand même un réel changement et je pense, ouais, on peut pas mal relier ça à Greta Thunberg, enfin tout du moins les mouvements Fridays for Future de 2019, 2018, je sais plus. Je pense que ça a fait pas mal bouger les choses. Et puis le rapport du GIEC, bon, je connais pas beaucoup de mes camarades étudiants qui l'ont lu, mais c'est vrai que ça met un petit coup de fouet. Voilà. Merci beaucoup Hugo. Je propose de terminer cette rencontre en retrouvant Bernard qui a été plus en observateur finalement de cette rencontre. Moi peut-être participant. C'est vrai que ce cercle philo a pris presque des allures de débat un peu plus comme d'autres propositions que peut faire la rotonde. Est-ce que Bernard, tu y as retrouvé tes petits au niveau scientifique mais aussi philosophique? Enfin, moi, je pense que la discussion n'est pas terminée. J'ai vu toute une série dans le chat là, de points sur l'instrumentalisation de la science, sur l'engagement, etc., sur les modèles. Bon, moi, je pense que je serais prêt à continuer à discuter avec telle ou telle personne. Je pense qu'on n'a pas tout réglé. Le rapport du GIEC, moi, je ne me permets pas de dire que je l'ai lu. Il fait 1500 pages. C'était une sorte de résumé de 10 fois plus d'articles scientifiques qui sont parus dans la littérature scientifique. Donc, pour moi, j'ai toujours envie de continuer à essayer de comprendre. Enfin, donc là, je m'écarte peut-être un petit peu du barycentre de la discussion en allant du côté des sciences un peu fondamentales. J'ai toujours besoin de comprendre et je sais que même derrière ce rapport du GIEC, il y a toute une série de discussions. On n'est pas sûr de beaucoup de choses encore. On ne sait même pas comment on passe d'une période glaciaire à une période interglaciaire, comment le CO2 remonte à ce moment-là. Enfin, il y a des incertitudes. C'est ça que j'aimerais comprendre et voir effectivement au niveau des productions humaines comment tout ça s'articule. Mais je ne renie pas du tout tout ce que j'ai dit précédemment.
Et les modèles, disons que pour discuter avec Liliane, mais peut-être qu'il faut s'arrêter de discuter, mais je veux dire que les modèles, il y en a de très nombreux. Si on n'avait rien fait, enfin, si l'homme n'avait pas modifié le climat, ce que je veux bien croire, eh bien, il y aurait une glaciation qui serait revenue. L'Europe aurait pu être sous la glace et je ne sais pas quel est le meilleur changement à souhaiter. Disons que pour moi, il faut s'adapter au changement. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il faille faire n'importe quoi, mais avoir 1 kilomètre de glace au-dessus de la tête, c'est aussi un changement qui pourrait modifier des sociétés humaines. Mais bon, je ne veux pas qu'on regarde ça comme conclusion. Disons que pour moi, j'ai été bien intéressé d'entendre et de voir, surtout de comprendre que tous ces gens sont engagés, tous ces gens sont militants et font des choses. Et moi, d'une certaine façon, je profite de leur action. Ils vont pour mes enfants et mes petits-enfants. Voilà. Merci à eux. Merci Bernard. Toute ta conclusion montre effectivement que le débat n'est pas clos, comme il ne l'est d'ailleurs jamais quand on organise des rencontres de ce type. Mais voilà, il y a un début, il y a une fin. Et donc là, on arrive à la toute fin. Je vous remercie beaucoup à tous d'avoir participé par le chat ou en direct. Merci beaucoup à Natacha pour la masse d'informations, de propositions et d'engagements exprimés tout au long de cette heure. Et puis, merci beaucoup à Bernard aussi, fil conducteur de ces cercles philo, qui apporte son regard de scientifique et aussi de penseur. Voilà, je vous remercie tous. Et très bonne fin de journée, très bon après-midi. Voilà. Au revoir. Merci à tous, bonjour. Au revoir, merci.